S'il y a des choses à sécuriser après l'argent, notre économie, je pense, bien même avant notre économie, je pense que c'est ainsi. Donc j'étais à Thiès, au centre d'état civil de Thiès, et j'ai voulu récupérer son extrait de naissance et je me suis rendu compte que quelqu'un s'en était déjà fait. Quand j'étais dans une juridiction de l'intérieur, ce que j'ai remarqué quand je venais d'arriver, c'est que pour chercher un acte, vous venez demander la délivrance d'un jugement, vous pouvez attendre 1 mois, 2 mois, sans avoir une réponse. Parce que souvent, vous avez au palais. Sauf, moi, je crois que le passé, du tête et en fait, vous avez Partir du garçon, à part c'est ce qu'il le savait, c'est ce qu'il le connaissait, ne pouvait imaginer que c'est un président tribunal qui est. Parce qu'il venait en chlore, ou bien en jean, et on prenait du thé jusqu'à 13h. C'est un pur produit de l'université Cheikh Anta Diop, d'où il est sorti avec plusieurs diplômes. Une maîtrise en droit public, option administration publique, master en droit d'intégration et de l'OMS, doctorat régional africain de l'UQAD. Je vous remercie, cher professeur, monsieur Moussa Samba, directeur de presse universitaire, qui a rendu possible tout ce que je disais la dernière fois au directeur de la bibliothèque, que c'est lui, Moussa Samba, qui a rendu possible vraiment facilité ce qui est en train de se passer. Je commencerai par le remercier pour tout ce qu'il a fait. Ceux qui sont dans la recherche et dans la production savent que pour produire un ouvrage comme le maillon de la chaîne le plus aisé est d'écrire. Le travail de correction et le travail technique d'édition est encore beaucoup plus compliqué de pouvoir être consommé. Donc, je voudrais juste dire que le fait que je reviens à une presse universitaire pour me découvrir montre parfaitement que j'étais vraiment satisfait. Et c'est l'occasion de lui rendre un hommage, lui et toute l'équipe qui m'accompagne. Voilà. J'aurai l'occasion de revenir sur lui et sur les presses universitaires. Mais pour le moment, je voudrais exprimer toute ma satisfaction de me retrouver aujourd'hui à l'université qui est le temple du savoir, le temple symbolique du savoir. Quand on parle de connaissances, on pense à l'université. Quand on parle de compétences aussi et de formation, on pense à l'université. Donc c'est pour moi aujourd'hui un symbole de me retrouver ici à l'université et particulièrement à la bibliothèque universitaire. Cette occasion m'est donnée par Michel Directeur de la bibliothèque, chez François-Marie Diouf, qui est d'abord un grand frère. Je disais tout à l'heure que nous avons grandi à leur côté. Nous les suivions dans nos écoles, parce qu'on vient dans la même localité. Donc, ils nous ont inspirés de par leur attitude d'abord. Parce que c'est quelqu'un que je peux vous décrire. Peut-être que je ne l'ai jamais décrit devant lui, mais aujourd'hui je pourrais le décrire tel que nous le voyons quand on était jeune. Il s'agissait d'un grand, très calme, discret. Je ne pense pas que quelqu'un puisse vous dire qu'il est sorti des rangs à un moment donné. Donc c'est une référence pour nous. Et c'est justement des grands comme lui que nous suivions. Donc le fait qu'il soit aujourd'hui directeur de la bibliothèque n'étonne pas ceux qui le connaissaient quand on était jeune. Et c'est l'occasion de le féliciter, de prier pour lui pour qu'il aille encore un peu plus loin. Donc c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui à la bibliothèque pour présenter cet ouvrage et je le remercie aussi de cette occasion. Pour ce qui concerne Sidi, on est ensemble depuis très longtemps. Quand il parle de moi, il parle de lui-même. Donc, on est camarades de promo depuis les premières années de faculté du droit. Et en dehors de ça, on partage beaucoup de choses. Hier, on a déjeuné ensemble dans le cadre d'un groupe. C'est dire que les liens se sont tissés entre nous. On n'est plus non seulement unis par une promotion des études,
mais aussi par des événements sociaux qui renforcent nos relations. Je le remercie aussi d'être là ce matin pour nous accompagner. Je salue aussi la participation du directeur qui a pu trouver le format qui nous permettra d'entrer dans le fond des choses, de soulever des questions et peut-être de répondre. Pour le moment, je pense que je vais m'en arrêter là et retourner la parole au modérateur en remerciant tous ceux qui ont fait le déplacement pour être avec nous ce matin. Merci, Michel Gauthier. J'ai été le professeur Moussa Sey. J'ai eu à l'enseigner au CM de Galéman. Donc, quand on m'a invité, j'ai sauté sur l'occasion pour me présenter ici, pour vraiment prendre connaissance de ce qu'il a mis dans ce livre. J'étais à Thiès, au centre d'état civil de Thiès, et j'ai voulu récupérer son extrait de naissance et je me suis rendu compte que quelqu'un s'en était déjà servi. Heureusement, j'ai pu au moins activer certains réseaux qui m'ont permis donc de le récupérer. Et quand j'ai été pour lui faire sa carte d'identité, ils ont mis l'extrait de naissance et ils ont mis à côté pour or. Et je leur ai posé la question, ils m'ont dit qu'ils ont mis beaucoup de temps avant de me répondre. Et à un certain moment, j'ai pu comprendre que j'ai resté beaucoup de temps sans donc renouveler cet extrait. J'avais l'impression que quelqu'un d'autre l'avait utilisé. On de prendre du thé ensemble. Et on prenait du thé avec les vigiles de notre coin. Et il était toujours là. Personne, à part ceux qui le savaient, ceux qui le connaissaient, ne pouvaient imaginer que c'est un président tribunal. Parce qu'il venait en chlore, ou bien en gin, et on prenait du thé jusqu'à 13h. Donc c'est quelqu'un de très modeste, et un voisin ordinaire, parce qu'il ne crée jamais de problème, et même pour voir sa famille, c'est tout un problème, donc sa famille ne crée pas de problème. Donc, présent, ça c'est un témoignage que peut-être les voisins de la cité qui sont ici et là, ils peuvent en témoigner pour faire. Ce qui est régulier, c'est le constat. À chaque édition, on aborde ce problème lié aux actes d'état civil. Le chef est très généreux, il a de l'empathie. Quand j'ai lu la première ligne de sa dédicace, il a dédié cet ouvrage à ceux qui ne sont pas allés à l'école ou bien qui n'ont pas pu terminer à cause des actes d'état civil. Et ça, c'est de l'empathie, c'est très important. Il en fait partie avec le président Diomaye Faye. Ils étaient les amis du CLAC de Diaguiao. C'était les CLAC de référence au Sénégal. Parce qu'en 1987, l'ACCT, l'Agence de coopération culturelle et technique de la francophonie, avait ouvert 10 CLAC au Sénégal, dont eux à Diaguiao. Et l'équipe qui avait représenté le Sénégal à un jeu qu'on appelait à l'époque la bataille des livres. C'est les jeunes de Diaguiao qui l'avaient emporté, je pense que c'était au Canada. Pour vous dire qu'à Diaguiao, il y avait de bons lecteurs, mais la génération du président C est celle qui a le plus marqué, donc le CLAC. Et de 89-90 jusqu'en 96, avec son grand frère et les amis, donc on était les gestionnaires de cette. Parce que fekk na moom fi ñu rek ana benn verre boo xam ne loolu mooy 5 minutes président baalu ndaw la mu ne baalu ndaw la parce que dañoo fekk biir kër nit ñi boo xam ne dañoo réeral ñeneen ñi xam seen jàng su nekk muy tàggat dana doon xam ne ni personnage bi si noonu la ak ko toog la ci foofu donc on a beaucoup de bien. On peut laaj ci moom tegtal la fi ngay jaar ci ak doom sa soxla parce que lu mel noonu bi ma demee ba dem ci nga xam ne nii
fekkee ay mbokk yi jóge ci moom lépp wax nga xam ne baax na ko te nit ku baax nag war a nit la ko xam ne ku mel noonu rek référence la ci Sénégal bi nekk te suuf taw bi ñu war a war parce que dafa des parce que souvent bu la lay def dara ba pare soo wàcc ànd ak ñëpp commencé di tête ñëpp bu fekk bu kat ne loo xam ne ko la vraiment la ci solo. D'abord reconnaître une règle pour le magistrat, il n'est pas possible de consulter, de faire la conséquence. Donc ça fait partie des choses qui sont carrément exclues. Ce qui nous rassure et nous permet de parler aujourd'hui de tout ça, c'est que nous sommes à l'université et le magistrat a la possibilité de s'exprimer sur les questions techniques. Donc tout ce que nous dirons sera rangé dans ce registre technique. Voilà, donc je vais commencer par la question de mon assistant sur la possibilité de donner des extraits à quelqu'un d'autre. En fait, si on s'en tenait à ce qui se passe, à énumérer les cas, on s'en sortirait pas. Il y en a beaucoup. En fait, l'expérience que j'ai eue dans la pratique des juridictions a révélé qu'il y a trop de problèmes. Ça, je pense qu'il faut demander le problème dessus. Maintenant, pour chaque cas, je veux vous rassurer, pour chaque cas qui est soulevé ici, il y a des solutions qui sont envisagées. Je vais aussi vous expliquer ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans le deuxième chapitre de la première partie, je l'ai intitulé le contentieux des actes administratifs. Pour tous les actes qui posent problème, la rédaction, etc., il y a des procédures devant les juridictions qui sont prévues pour régler ce problème. Et en fin de compte, l'individu ne perd pas grand-chose, il ne perd pas ses droits. On fait tout pour sauvegarder les droits des acteurs. Seulement, il y aura un peu de démarche et du temps pour retrouver vraiment la régularité de son événement. Voilà. Maintenant, pour la possibilité de donner l'extrait à quelqu'un d'autre, techniquement, en réalité, ce n'est pas possible. Parce que pour expliquer un peu tout ça, il faut revenir sur ce qu'on appelle la nomenclature des registres. Comment les registres sont conçus, pourquoi ils sont conçus comme ça, quelle est la valeur, comment est-ce que ça marche. Lorsque vous procédez à une déclaration, la déclaration est enregistrée dans un registre de l'état civil. Aujourd'hui, c'est un registre à 3 volets. Chaque feuille est composé de 3 volets. Et en principe, c'est 50 feuilles. Si vous prenez le registre volumineux combiné, vous trouverez 50 feuilles. Chaque feuille est composée de 3 volets. Et chaque volet a une signification et une destination précise. Tous les volets doivent être remplis en même temps. Tous les témoins et les déclarants doivent signer. L'officier d'état civil aussi doit signer, mettre son cachet avant toute délivrance d'un acte quelconque. Maintenant, le premier volet est détaché à la déclaration remis au déclarant. Le deuxième doit être envoyé à la juridiction pour constituer le double qui est conservé. C'est le troisième volet qui reste à l'état civil pour servir à la délivrance des actes. Alors, vous voyez que si les 3 volets ne sont pas remplis ou ne sont pas remplis en même temps, c'est des problèmes. Il y a une pratique qui est constatée. Le déclarant signe le premier volet. Le gars il dit bon, on va attendre. Après, on va remplir les autres. Mais le déclarant a récupéré le premier volet et est parti. Il ne reviendra pas. Vous vous retrouvez dans la difficulté de remplir les autres volets. Donc cet acte-là n'aura plus de volet 2, n'aura plus de volet 3. En fait, c'est un acte qui n'existera plus sur les listes. Et c'est le début des problèmes. Donc maintenant, si les 3 volets sont remplis correctement, le déclarant part avec son volet numéro 1, qui n'est délivré qu'une seule fois, qu'il peut présenter un peu partout pour attester de l'authenticité de l'acte qui lui a été délivré. Maintenant, il n'a plus accès aux 2 autres. L'un est gardé au niveau de la juridiction pour permettre en cas de besoin de reconstituer les actes. L'autre est gardé à l'état civil et permettra aux officiers de lui délivrer des extraits, des copies, etc. On reviendra sur la typologie tout à l'heure. Maintenant, si vous avez le volet numéro 1 ou bien un extrait de cet acte-là, à chaque fois que vous vous présentez à l'état civil avec le numéro, même si vous n'avez pas l'acte, si vous venez avec le numéro l'archiviste doit être en mesure de retrouver le registre. Et sur la base de ce registre-là, on va vous délivrer une nouvelle acte.
naissance. Maintenant, c'est ça qui doit être fait. Est-ce que c'est ça qui se fait? C'est ça le problème. Parce que c'est pas possible. Normalement, c'est pas possible de donner l'extrait de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Mais c'est des cas concrets. J'ai donné un exemple hier lorsque je suis passé sur une émission. Vous voyez des cas dans lesquels vous déclarez votre enfant à l'état civil. Il suit ses études jusqu'en classe de CM2 au niveau du bac. Vous voulez lui trouver une pièce d'identité, vous revenez à la mairie. Vous vous rendez compte que son acte est attribué à quelqu'un d'autre, son numéro est attribué à quelqu'un d'autre qui obtient une pièce d'identité avec cet acte. Celui qui obtient la pièce d'identité n'est pas sur le risque. Pourtant, c'est avec le numéro de celui qui est sur le risque qu'il a obtenu la pièce d'identité. Alors, celui qui est le vrai titulaire du numéro ne peut plus avoir une pièce d'identité avec ce numéro parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà entré. Donc, c'est des contentieux que les juridictions prennent en charge. En réalité, ça ne devrait pas se passer. Et il faut une pratique réelle et accompagnée d'une interrogation sur ces cas-là qui permet de savoir comment ça se passe, comment cela est possible et quelles sont les solutions qui peuvent être envisagées. Donc, c'est des cas qui sont assez rigoureux. Cela montre deux choses. Premièrement, ceux qui font ces faux-là, ils ne connaissent pas le fonctionnement de ces actes-là. Parce que quand vous connaissez le fonctionnement des actes-là, vous comprendrez que si vous donnez le numéro de quelqu'un pour que quelqu'un d'autre obtienne une pièce d'identité là-dessus, ça n'ira pas très loin parce qu'il ne pourra jamais avoir un véritable acte au niveau de l'Église. Voilà. Mais je pense que les gens le font pour des raisons diverses. Je me garderai peut-être d'entrer dans les détails, mais je pense que les gens comprennent comment ça marche. En réalité, les gens qui interviennent au niveau de l'Église doivent être identifiés. Et on devrait savoir qui a accès aux risques et on devrait pouvoir vérifier les risques pour comprendre les choses qui s'y passent. Mais ce n'est pas une affaire qui est vraiment très simple. Quand je parle d'expérience, je dirais que ceux qui font ça, c'est comme les délinquants. Ils ont toujours une longueur d'avance. Donc, c'est en suivant qu'il faut essayer de peut-être trouver des solutions. Pour le moment, c'est ça que je peux dire sur ce point-là. Il y a beaucoup d'autres cas qui certainement vont sortir, mais c'est un cas récurrent. Et la plupart du temps, c'est encore plus compliqué quand on fait disparaître l'acte sur lequel le premier était inscrit. Là, c'est vraiment compliqué. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'il y a des procédures qui permettent de régler toutes ces difficultés-là. Voilà. Maintenant, pour en venir à la question de mon ami Tcham, la prise en charge des malades mentaux, c'est une question intéressante sur laquelle je n'avais pas. C'est vraiment l'intérêt de ce genre de panel-là. Je n'ai jamais pensé à ces choses-là. Le code de la famille prévoit beaucoup de choses. La déclaration des enfants trouvés, des enfants morts-nés, toutes sortes de situations. Mais je n'ai jamais pensé à cette situation. Mais je pense que, comme j'ai l'habitude de dire, la loi est plus intelligente que nous. Quand vous en avez parlé, j'ai pensé à une possibilité. Parce qu'il y a une disposition qui aménage la possibilité pour le procureur de la République de procéder à une déclaration à n'importe quel moment. Vous savez, les déclarations sont insérées dans des délais. Les enfants, les naissances sont opérées dans le délai d'1 an. Sinon, vous allez chercher un jugement. Les mariages, c'est jusqu'à 6 mois. Sinon, vous allez chercher un jugement. Et les demandes sont portées par des personnes majeures, les parents pour les enfants et les individus eux-mêmes lorsqu'ils atteignent la majorité, les mariages pour les personnes mariées. Mais pour des cas spécifiques, la loi permet au procureur de la République de procéder à la déclaration de n'importe qui, à n'importe quel moment, même s'il a 50 ans. L'essentiel, c'est que sa naissance ne soit pas déclarée au niveau des risques de l'état civil. Il peut s'en occuper. Je pense que c'est une possibilité qu'il faudrait qu'on essaie d'exploiter pour régler ce problème-là. Ça nous permettrait de prendre en charge la préoccupation que vous avez soulevée. Maintenant, mon cher Diomaye, les élèves qui cherchent des actes à l'occasion des examens, j'en ai parlé dans l'ouvrage. Moi, j'ai pensé que c'était pas normal qu'au Sénégal en ce moment, qu'à chaque période d'examen,
que les gens sortent le référence dans lequel il y a 10 000 élèves, 20 000 élèves qui risquent de ne pas faire l'examen parce qu'ils n'ont pas d'acte. Je pense qu'il faut faire des lectures. Il y a une certaine négligence de la part des parents qui se comprend bien et qui doit être vraiment comprise par les autorités et anticipée. Je pense qu'il appartient. La solution que j'ai essayé de proposer à ce niveau, c'est de faire en sorte que l'état civil puisse faire l'autre chemin inverse. L'état civil puisse se déplacer vers les populations. Je pense que ça réglerait beaucoup de problèmes. Donc, ça peut être une solution et c'est faisable. J'ai proposé dans l'ouvrage la pratique des officiers itinérants. Ça se passe dans plusieurs pays du monde et ça marche bien. Je pense qu'il faut reconnaître cela. Pour les gens qui ont du mal à se déplacer vers l'état civil, on devrait trouver la possibilité de ramener l'état civil à ces gens-là. Maintenant, le deuxième élément, ce sont les facilités qui sont mises en place et qui permettent au système actuel de perdurer. Je pense qu'on doit travailler à une politique qui va pousser les gens à faire des déclarations au bon moment, à ne plus attendre. Alors si, à un niveau assez élevé, les gens pensent qu'à chaque examen, il faut mobiliser l'état civil ou bien les juridictions pour trouver des actes aux élèves. Je pense que ce n'est pas viable. Je pense que ce n'est pas une bonne politique. Il faut opter pour des politiques qui poussent les gens à déclarer les enfants très tôt. Et je vais vous dire une chose, cette politique-là, pourquoi elle n'est pas bonne? Parce qu'elle permet à des élèves d'avoir des actes multiples. Vous allez voir un élève qui a un acte, qui a étudié, qui ne passe pas, ou bien qui a quelque chose, et il revient pour passer à l'examen. Il profite la plupart du temps de ces situations-là pour se trouver d'autres actes. Et changer d'identité même parfois. Je pense que pour un état civil fiable, ces pratiques doivent être bannies. Je pense que l'accent doit être mis sur la mobilisation des parents ou de l'état civil très tôt pour que les enfants puissent être déclarés dans l'année. Je pense que c'est la bonne solution. Voilà. La différence maintenant entre les actes. Monsieur le directeur de la bibliothèque, déjà, l'extrait n'existe pas comme la pièce de RIS. C'est ça le problème. Hein. Peut-être qu'il n'a jamais été inscrit sur le RIS, ou bien on l'a enlevé. J'ai donné le cas tout à l'heure de quelqu'un qui vient faire la déclaration. L'agent mentionne remplit seulement le premier volet parce qu'il est pressé. Il délivre le premier volet, il ne remplit pas les autres. Il ne pourra plus jamais le faire parce qu'il n'aura plus d'éléments pour remplir. Donc, je pense qu'il faut que les officiers respectent les règles, qu'ils remplissent tous les volets avant de procéder à la délivrance de l'acte. Donc, je pense que ça permettrait d'éviter ce genre de situation-là. Il y a d'autres situations qui sont carrément frauduleuses. Hein. Donc, on fait disparaître l'acte. Ou bien, on trouve le moyen de le modifier au profit de quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est des pratiques qui sont constatées dans l'état civil. Mais je pense qu'avec la démarche actuelle, si le contrôle est accru, si la numérisation se poursuit, je pense qu'on aura moins de problèmes dans ces cas-là. Maintenant, la typologie, ça fait les types d'actes, la différenciation qu'il y a entre les copies littérales, bulletins, etc. Donc, c'est le code de la famille en parle, qui spécifie les types d'actes qui peuvent être délivrés. Quand on parle d'acte d'état civil, c'est le sens général qui désigne tous ces documents-là et qui vise à prouver l'identité de l'individu. Mais la valeur n'est pas la même. C'est compte tenu du contenu, c'est le contenu qui fait la différence. Déjà, le volet numéro 1 qui est délivré, c'est la copie intégrale de tous les renseignements qui sont vraiment réunis et concernant l'individu. Alors, ce volet-là est délivré une seule fois à l'individu, il s'appelle le volet numéro 1. Après, il y a ce qu'on appelle la copie littérale. Copie littérale, comme son nom l'indique, copie intégrale, c'est une copie qui tout ce qu'il y a sur le volet. Il vous donne le nom,
de l'individu, sa date et ses lieux de naissance, si on reste bien sûr dans le cadre de l'acte de naissance. Il nous donne les noms des parents, les professions des parents, leur domicile, etc. C'est un document complet qui donne jusqu'à la date de la déclaration et l'identité de celui qui a déclaré. Je pense qu'en termes de contrôle, pour ceux qui utilisent des actes-là dans le cadre de leur office, comme les juges dans le cadre des demandes de certificat de nationalité, c'est le document le plus fiable. Et dès le premier regard, vous pouvez déceler un acte qui n'est pas bon. Parce que vous tenez compte des délais. Déjà, la date de naissance et la date de la déclaration, si vous la confrontez, vous verrez si ça respecte les délais, si c'est fait hors délai, etc. Si vous regardez le nom du déclarant, est-ce que celui-là avait le droit de déclarer l'enfant, etc. C'est sur la base de ces éléments-là, au premier regard, vous arrivez à décider que cet acte-là n'est pas bon. Voilà, donc le bulletin, c'est le premier document qu'on vous délivre à la déclaration. C'est un petit document qui est vraiment un résumé très succinct de l'événement. L'extrait, c'est comme si on l'indique, c'est comme si on prélevait quelques éléments simplement de la déclaration. Donc je pense que ce sont ces éléments-là qui, tous ces actes-là visent à identifier l'individu, à faire la preuve de l'événement, mais la valeur n'est pas la même. La copie de plan étant la plus complète, donc elle est demandée pour certaines procédures particulières. Voilà, donc le problème de conservation, je pense que c'est là où ça commence à être intéressant. Parce qu'elle met en évidence la nécessité de vraiment compter sur. Aujourd'hui, tout le monde sait que la conservation, l'archivage est une compétence des archivistes. Donc, ils le font bien, c'est le travail, c'est le travail. Et j'ai toujours pensé que pour qu'on puisse avoir un état civil de qualité, il faut qu'il y ait des archivistes dans les salles d'état civil et dans les juridictions. Je me suis rendu compte que ce n'était pas une simple idée, c'était une nécessité. Je gère une juridiction, je suis président tribunal depuis bientôt 5 ans, juridiction différente, mais je vois les problèmes que nous avons. Il est difficile aujourd'hui de trouver une décision dans une juridiction quelconque, parce qu'il n'y a pas d'archiviste. Il est difficile de trouver un acte au niveau de l'état civil quelconque, parce que l'archiviste qui est là-bas n'est pas un professionnel. Je pense que les autorités devraient penser à impliquer carrément les archivistes dans la gestion de l'état civil. Je pense que même pour la numérisation, je pense qu'il s'agit de leur travail, parce que c'est aussi pour conserver les actes et pouvoir les délivrer en cas de besoin. Tout ça, c'est le travail des archivistes. Et ils sont formés pour ça. Ce qui m'aide un peu à m'en sortir, c'est que j'ai géré une bibliothèque quand j'étais jeune. Et j'ai compris comment on classe, comment il est facile de rechercher certains documents, c'est ce qui nous aide dans les juridictions, mais sinon c'est pas possible. Quand j'étais dans une juridiction de l'intérieur, ce que j'ai remarqué quand je venais d'arriver, c'est que pour chercher un acte, vous venez demander la délivrance d'un jugement, vous pouvez attendre 1 mois, 2 mois, sans avoir une réponse. Donc c'est le premier chantier auquel je me suis attaqué. Et en fin de compte, il nous fallait 5 minutes pour retrouver le juge. Donc, il a fallu faire un travail important. On a commencé par trier tout ce qui nous a dit, classer, répertorier, et puis le programme était. Donc, nous n'avions pas de moyens financiers en soutien, mais on s'est débrouillé pour vraiment faire tout cela. On a trouvé des jeunes qui nous ont aidés à trier, d'autres gens compétents à classer et à répertorier. On les a tous payés. Et maintenant, tous ceux qui avaient besoin de leur jugement, il ne fallait que 5 minutes pour vous dire si votre jugement est disponible ou pas. Donc je pense que ça, c'est des exemples qui peuvent être reproduits ici et là pour régler ce genre de problème. Dire que le problème de l'archivage est un réel problème dans nos juridictions. Et je pense que vraiment, les autorités devraient penser à cela. Si j'ai essayé de réunir à l'occasion de la cérémonie de Tricas, qui s'est tenue au centre de formation judiciaire, il y avait le président du conseil de surveillance des actes civils, il y avait aussi la directrice des affaires civiles et du sceau, et j'ai voulu qu'il rencontre M. Samba.
pour qu'on essaie de prendre contact et de voir ensemble comment faire pour avoir les archivistes dans les juridictions et dans les centres d'état civil. Je pense qu'on est dans la dynamique, il y a des rencontres qui sont prévues et je pense que ça pourrait aller changer. Voilà. Donc, sur la numérisation, c'est une réalité. Les logiciels, chaque état civil a son propre logiciel, ce n'est pas possible. J'ai entendu la dernière fois à l'occasion du chef directeur de l'Agence nationale d'état civil, il appelait les mairies à abandonner les logiciels plats pour intégrer le logiciel de la mairie. Mais je pense que il ne devrait pas les appeler, ils devraient être obligés. Je pense que les mairies devraient être obligés d'aller dans le système de l'année. Parce que c'est ce système-là qui va être l'unité centralisée de gestion de l'état civil. C'est ça le programme en réalité de l'État. Donc je pense que l'ANEC doit avoir le contrôle sur ces aspects, doit l'imposer aux communes. J'ai eu l'occasion de découvrir comment ça se passe au niveau de certaines communes. Ils ont leur propre logiciel, vous ne savez même pas comment il est conçu. Est-ce qu'il est sécurisé ou pas? Et ils l'exploitent. Alors surtout que les actes numériques aujourd'hui ne peuvent pas être régulièrement délivrés parce que la base d'État n'est pas encore faite. Ils sont qui permettent de délivrer des actes numériques. Les dispositions qui les prévoient, c'est une loi qui est en cours d'adoption en ce moment. Je pense que c'est dans le circuit. Quand ce sera fait maintenant, la voie sera ouverte pour la délivrance des actes numériques. Mais pour le moment, ce n'est pas possible, il n'y a pas de loi. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que l'année est en train d'anticiper très bien. Il devrait le faire en obligeant les communes à entrer dans le système centralisé, à bannir les risques, les logiciels qui sont permis. Et je vais vous donner un exemple pour vous dire pourquoi il faut absolument qu'on y arrive. J'ai remarqué dans une commune qu'ils avaient au niveau de la machine des actes qui concernent au moins 6 années consécutives. Et pour ces actes-là, vous ne pouvez pas trouver un registre à la main. Je me suis posé la question de savoir, ces actes-là qui sont à la machine, ils les ont tirés d'où? Parce que, d'après ce que je sais, la déclaration se fait au niveau du registre, c'est après que l'on génère les actes au niveau de la machine. Alors si vous n'avez pas de registre, mais comment est-ce que vous avez fait pour mettre les actes à la machine? Ça veut dire que c'est la porte ouverte à beaucoup de choses. Vous établissez un acte qui vous plaît et vous le mettez à la machine. Vous dites que c'est un acte. J'ai demandé à ce qu'on fasse la liste et j'ai interdit que ces actes-là soient délivrés parce que c'est des actes irréguliers. On ne peut pas avoir un acte d'état civil sans registre. Et on a entrepris de procéder à l'annulation systématique de tous ces actes-là pour les régulariser. Donc il y a tellement de problèmes qu'il faut prendre en charge. Et pourquoi j'insiste sur la formation et la connaissance du secteur? Aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre en charge un problème si vous ne savez pas de quoi on parle. Il faut que les acteurs essaient de savoir ce qui se passe réellement, quels sont les vrais problèmes. Et c'est comme ça qu'on pourra apporter des solutions. Sinon, les plans vont se suivre et puis on sera toujours dans les mêmes difficultés. Je pense que ça, le cadre de la question de mon ami frère Sidina, comment sécuriser les risques, je pense que c'est un ensemble de choses qu'on devra faire. Un mécanisme global pour sécuriser les risques. Sans d'état civil, je pense qu'il faudrait tout simplement recruter des personnes qui sont déjà formées, c'est-à-dire des archivistes qui sont formés à l'EBAD. Et pourquoi pas créer un corps qui sortirait de l'EBAD, qui serait spécialisé dans la gestion des archives des centres d'état civil. Je pense qu'il faut aller vers cela, ça pourrait être efficace. D'autant plus que, on ne le dit pas souvent, l'archiviste, le professionnel de l'information documentaire qui s'occupe des documents administratifs, est un agent assermenté. Cela veut dire qu'avant de démarrer son travail, il fait une prestation de serment. C'est plus qu'une déclaration sur l'honneur, c'est une prestation de serment. Ça veut dire qu'il s'engage à servir dans le respect de la loi, dans la loyauté, etc. etc.
Alors, le professeur Sidina Gagne en a parlé. Le problème que nous avons, c'est plutôt un problème politique. Ce sont des politiques qui arrivent, par exemple, à la tête des administrations, notamment des mairies, et qui souvent recrutent des agents qui ne s'y connaissent absolument pas dans ce domaine-là. Et c'est ce qui ouvre la porte, la voie, souvent, à certains abus qui ont des conséquences désastreuses sur les populations et les citoyens. Voilà ce que je voulais dire très rapidement. Je n'ai pas résumé tout ce que M. Sey a dit. C'était très intéressant et exhaustif, donc je ne pouvais prétendre résumer son propos. Tous les acteurs qui sont impliqués auront la possibilité d'intervenir, d'exploiter et de procéder à l'extraction de l'acte dont ils ont besoin. Parce que l'idée n'est pas seulement de numériser, mais de permettre à l'administration d'utiliser ces actes-là. Je pense que le programme, c'est entre l'ANEC, l'ADA et CENOM SA qui vraiment gère ces aspects-là. Ça va être une banque de données numériques. Les accès vont être limités pour le contrôle et pour l'exploitation des actes. Et ça va concerner tout le Sénégal. Ça devrait permettre, avec le temps, aux juges de ne plus recevoir des demandes de nationalité sur la base d'un dossier physique. Vous êtes à Thiès, vous voulez faire une demande de nationalité à Saint-Louis, vous entrez dans la plateforme de cette juridiction, vous faites votre demande. Et lorsque le juge le reçoit, il a la possibilité, avec les actes que vous lui proposez, ou bien les numéros d'actes que vous lui donnez, il va lui-même, avec les accès qu'il a, dans la plateforme. Il vérifie si tout est bon, il dresse le certificat de nationalité, il décide, et si ça pourra vous délivrer là où vous êtes. Et vous n'aurez pas besoin de vous déplacer. Les frais seront réclamés par la machine, vous scannez vous payez les frais et vous avez votre document. C'est ce qui est prévu pour le casier judiciaire, ce qui est prévu pour la nationalité à moyen terme. Et je pense que les gens sont très en avance là-dessus. C'est la raison pour laquelle je disais que toutes les questions qu'on essaie de régler en ce moment ont un rapport avec l'état civil. Donc si on y arrive avec l'état civil, je pense que ça va aller. Voilà, je pense que c'était pour la ça. Merci. Ça a bloqué beaucoup de démarches des jeunes, de vieilles personnes qui étaient en situation de besoin de certains exercices. Donc moi, jusque-là, quand même, je me pose des questions par rapport à cette situation. Et aussi, comment on a parlé de numérisation, il y a évidemment des procédures, il y a aussi l'aspect de sécurisation, parce que si on parvenait aujourd'hui à mettre en place cette centralisation de l'état civil, ce sont les données personnelles du Sénégal qui y seront concentrées. Et ça, s'il y a des choses à sécuriser après l'argent, notre économie, je pense, bien même avant notre économie, je pense que c'est l'état civil. Parce que c'est ça le Sénégal. Aujourd'hui, les données sont vraiment le véritable nerf de guerre. C'est la course aujourd'hui. Parce que quand on a les données d'un état civil, d'un état, quand même on peut faire énormément d'études et de projections. Si on les coupe avec les données culturelles qui sont aujourd'hui envahies, M. Sama en sait quelque chose, les données culturelles du Sénégal sont envahies, de l'Afrique, etc., ça fait encore autre chose. Donc je pense qu'il faut aussi penser à la sécurisation de ces données personnelles. Qui en a accès? Les restrictions, énormément de choses qu'il faut mettre en place, un dispositif. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui me traversent l'esprit en tant qu'enseignant à l'école des archivistes. Donc voilà. Mais les conséquences quand même des saccages que les centres d'état civil ont subi, je voudrais quand même avoir votre idée, votre point de vue par rapport à ça. Merci beaucoup. Je commence par votre question. Je n'ai pas prévu grand-chose de cette semaine. Je ne suis pas en réalité un acteur chargé de la gestion ou de la politique de l'état civil. Je suis juste un expert qui a
certaines connaissances en la matière et qui a envie d'aider un peu les Sénégalais et les autorités. C'est un grand problème. Quand on est sur le terrain, on se rend compte des difficultés. Il y a un terme que j'ai bien choisi dans la dédicace, c'est les femmes et les parents qui arpentent les chemins de l'état civil et les couloirs des juridictions. Ça a une signification. Vous voyez des gens qui passent des journées entières dans les couloirs des juridictions ou à l'état civil, à l'occasion des audiences foraines, ils viennent par milliers, ils passent la journée là-bas. Personne ne sait ce qu'ils ont déployé comme moyen pour arriver là-bas et pour obtenir la note. Donc c'est des situations difficiles. J'ai eu à voir des gens qui sont à l'immigration, qui se sont vus dans des situations extrêmement complexes. Leurs documents ont été retirés. Ils ont perdu leur emploi et obligés de rentrer au pays parce qu'il y a des problèmes. C'est des véritables drames qui se jouent avec ces situations-là. Ça fait partie de ce qui m'a poussé à en parler. Je crois qu'au début, j'avais envie d'en faire un article et j'avais même un titre. Je voulais l'intituler État civil ou la mémoire défaillante pour expliquer qu'en fait l'état civil ne joue pas son rôle. Donc c'est par la suite que je me suis dit pourquoi pas en faire un ouvrage, essayer de contribuer aussi à la formation des acteurs. C'est ce qui nous a mené ici. Pour dire que c'est un réel problème. Mais moi je suis là en tant que peut-être sachant. Si je suis sollicité, je viendrai. Sinon je serai dans mon travail de tous les jours. Donc par rapport aux inquiétudes de M. le directeur, c'est une question très très pertinente et de reconstitution. Donc déjà, avant ça, sur la sécurité des données, je parle que c'est ce qui porte ce projet-là, ont déjà réfléchi sur comment sécuriser les données qui seront stockées certainement au niveau du DT Center qui se trouve au niveau de Djamilani. Je pense que l'un des défis majeurs de notre temps est de sécuriser les données des individus parce que c'est très compliqué maintenant. Il n'y a pas plus tard que quelques temps, on nous parlait d'un service de l'État qui avait été piraté, tout est bloqué. C'est la raison pour laquelle moi j'ai toujours plaidé pour la numérisation. Il ne s'agit pas, à mon avis, d'un programme visant à abandonner les risques pour le numérique. C'est dangereux. Je pense qu'on n'est pas prêt pour ça. Il nous faut garder les risques et utiliser le numérique pour faciliter la délivrance et la gestion. Je crois que la loi qui est en cours d'adoption va parler aussi de ça parce que je pense qu'ils vont garder les risques et ne pas aller autour du numérique. Voilà, je pense que pour sécuriser, c'est la relève de ceux qui vont gérer ce système-là. Parce qu'à partir je ne parle même pas de la possibilité d'extraire les données pour les amener ailleurs, mais le simple fait de bloquer le fonctionnement des services-là risque d'être vraiment assez compliqué pour tous les usagers. Maintenant, pour en revenir à la reconstitution, c'est un pan entier de la partie intitulée la reconstitution. Donc, parce que il faut partir déjà d'un principe général qui veut que lorsque l'officier d'état civil termine l'enregistrement de l'acte sur les risques, il ne peut plus y toucher pour quoi que ce soit sans la décision du juge. Lorsque l'état civil procède à la déclaration, il fait les mentions ici, le gars ici. Le lendemain, il se rend compte qu'il y a une erreur, il ne peut pas modifier ça. Il faut que le juge l'autorise. Parce que c'est des actes authentiques. Et on ne prendrait pas la liberté de laisser les gens les modifier tout le temps. Donc, les actes, quand vous les trouvez dans les risques, si c'est raté, c'est un motif d'annulation. S'il y a des mentions qui n'y figurent pas, c'est un motif d'annulation. Donc, pour dire que, du point de vue de la rédaction, il y a un formalisme extrêmement rigoureux qui entoure ces actes-là parce que c'est des éléments de preuve au premier chef. On dit que l'état des personnes n'est établi et ne se prouve que par les actes d'état civil. Ça veut dire que, du point de vue de la preuve, de comment cet individu s'appelle, qui est son père, il est né où, ça, c'est l'acte d'état civil qui le prouve. Un décret du président de la République ne peut pas le prouver. Un jugement ne peut pas le prouver. C'est l'acte d'état civil qui le prouve. Pour voir combien ces actes-là sont importants.
c'est des actes authentiques qui sont élevés à ce rang, parce qu'ils servent de la preuve des événements qui interviennent dans la vie des individus. Donc, cela étant dit, c'est pour cette raison que dès qu'ils sont mis sur les restes d'état civil, pour y toucher, pour une rectification ou pour quoi que ce soit, il faut que le juge intervienne. Et la décision du juge qui a autorisé la rectification doit être mentionnée en marge de l'acte et mentionnée sur tous les actes qui sont délivrés à l'individu pour qu'on puisse toujours comprendre que cet acte a fait l'objet de modification par décision en date du temps. Et la loi ne se limite pas là. Elle demande au président du tribunal d'instance et au procureur de la République de surveiller l'état civil. La surveillance de l'état civil est dévolue à ces deux acteurs de l'État. C'est pour dire qu'ils doivent être impliqués dans la formation. Ils doivent même contrôler la formation des agents. Alors, qu'est-ce qu'on remarque en pratique? C'est que les formations nous viennent d'un peu partout. L'expertise des formateurs n'est pas vérifiée, le contenu des formations n'est pas vérifié. Dans les communes, vous pouvez vous retrouver dans votre bureau un jour, quelqu'un passe et vous dit que non, j'étais à une formation des agents de l'état civil, vous n'êtes donc pas au courant. Alors que lorsque vous constatez des difficultés ou bien des mauvaises pratiques dans la tenue des risques, vous leur donnez injonction d'abandonner ces pratiques. Donc, ne serait-ce que pour l'efficacité dans la formation, il faut impliquer ces gens-là. Parce qu'en fin de compte, ils ont le dernier mot. Ils peuvent interdire telle ou telle pratique parce qu'elle n'est pas conforme à la loi. Ça veut dire, c'est juste pour un peu parler de la nécessité de coordination qu'il y a dans ce secteur-là. On a comme l'impression que chacun est dans son coin et essaye de faire quelque chose. Ça ne marchera pas. Il faut que tout le monde soit impliqué. Il faut que les acteurs qui sont désignés au terme de la loi travaillent de concert pour aboutir à un résultat. Lorsque, aux événements du 21 juin, je ne sais plus, c'était le 1er juin, voilà. Il y a eu des saccages au niveau des centres d'état civil. La question s'était posée jusqu'au plus haut niveau. C'est à cette période-là que la reconstitution a connu ses moments forts. Parce qu'avant ça, on assistait à des reconstitutions, mais c'était assez sporadique. Et c'était sur la base d'une commission qui est prévue par un décret. Mais les événements là, de 2000, je ne sais même plus c'était quelle année, ça m'a trouvé au tribunal d'instance de Pikine, c'était compliqué. On s'est retrouvé avec des communes où, mais tout avait été pris. Et les jeunes qui devaient se présenter à l'examen, c'était un problème. Et ça a fait l'objet de réflexion au plus haut niveau. Et ce sont les juges qui ont essayé de trouver cette solution-là pour permettre la reconstitution par la voie judiciaire, qui était déjà prévue par la loi. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'elle se faisait de façon différente. Vous allez dans une juridiction, on vous dit que non, ça, c'est le procureur qui gère ça. Vous allez dans une autre juridiction, il procède à la reconstitution. Vous allez dans une autre juridiction, je vous oriente vers la commission. Donc, il y avait une difficulté de compréhension. Et c'est la raison pour laquelle c'est une partie qui me tient à cœur. C'est une partie à laquelle j'ai accordé beaucoup d'importance. Et j'ai pris le soin de joindre dans l'ouvrage les dispositions qui parlent de la reconstitution. Et j'ai démontré que la reconstitution aujourd'hui, c'est 3 éléments. La première, c'est les actes isolés. Je reviendrai peut-être sur certains éléments pour plus de compréhension. Les actes isolés. Ou bien un exemplaire de registre détenu. Par exemple, à la mairie, leur exemplaire est détenu. Le procureur de la République peut le reconstruire avec le registre, un double lui registre. S'il y a dans le registre de la mairie un acte isolé, un acte de registre qui est détenu, le procureur de la République aussi peut le reconstruire. Maintenant, s'il s'agit de registres de naissance qui sont à la mairie et au tribunal, là, c'est un décret qui organise une commission qui va s'occuper de la reconstitution. Si on sort de ces deux cas-là, inexistence ou bien destruction de tous les risques, ou bien les cas qui ne peuvent pas être pris en charge par ces deux procédés-là, c'est la reconstitution judiciaire qui continue. Et c'est cette reconstruction judiciaire-là qui a permis de régler les problèmes au niveau de ces communes-là, où il y avait vraiment un niveau de destruction assez avancé. Et ça a été pris en charge, et ça continue. L'importance de la reconstitution
est apprécié par rapport à la qualité des risques que nous avons. Les risques désagrègent facilement. Donc la reconstitution est une constante pratique. Vous allez à la mairie pour les risques qui sont de 1970-1980, ils sont en train de se désagréger. C'est la raison pour laquelle j'ai insisté aussi sur la qualité de nos risques, la qualité des supports. Parce que j'ai remarqué avec la pratique dans les juridictions que les risques qu'on avait dans les années 50 et 60 sont plus solides que les risques que nous avons maintenant. Quand vous allez, quand vous savez quelque chose, quand vous fréquentez des archives, vous vous rendez compte que les risques qu'on avait durant les temps d'école, qui sont toujours là, présentent un aspect meilleur que les risques que nous avons actuellement. C'est vous dire l'étendue des défis que nous avons à relever. Tout ça résulte d'une connaissance du secteur. Je ne me suis pas simplement évertué à prendre des décisions. Je me suis interrogé sur beaucoup de choses. C'est ma façon de faire. Et c'est ça qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses et d'avoir la prétention aujourd'hui de proposer des solutions. Voilà, je vous remercie. Je voudrais témoigner toute mon affection à Président CI, lui féliciter par rapport à cet ouvrage qui aujourd'hui, par rapport au thème sur lequel il a réfléchi, est un thème d'actualité. Parce qu'aujourd'hui, pratiquement au Sénégal, on peut voir que la majeure partie des cas et des problèmes qui sont trouvés, le problème reste entier. Ça, le plus souvent, il y a certains papas qui refusent la paternalité. Donc, c'est les seules informations concernant la maman qui sont enregistrées. Et puis, ces cas de figure, qu'est-ce qui est prévu au niveau des élections? La deuxième question, c'est par rapport aux conseils municipaux. Moi, je l'ai vécu à Kaolack, j'ai un ami dont son papa était conseil municipal. Le fait d'être conseil municipal lui donnait accès à un cachet. Donc, il prenait des exemples d'extraits de naissance qu'il faut copier, on n'a plus finir, et son papa mettait son cachet. Donc, vous avez besoin d'un extrait, vous le voyez dans un coin, vous lui donnez 300 francs, vous donnez les informations, il enregistre. Parce qu'il avait le cachet de son papa, il mettait sur des copies. Donc, avec ces supports-là, il enregistrait, on n'a plus fini et il encaissait les 300, même dans un coin, sans au niveau de la mairie. Et le plus souvent maintenant, c'est là où produisait ces erreurs. Moi, je m'appelle Amadi Boukartian. Il m'a enregistré une fois, il a mis Amadou Boukar. C'est avec ce Amadou Boukar que j'ai eu ma première thèse d'identité. C'est avec ce Amadou Boukar que j'ai eu mon BFM. C'est après que je me suis rendu compte que lui, il n'a pas mis Amadi, il a mis Amadou. Et maintenant, il fallait reconstituer tout ça. Est-ce que la législation sénégalaise permet de délivrer des actes d'état civil à des personnes qui ne sont pas dans le chargé de droit chef? Pourquoi cette question? Parce qu'il y a un communauté sénégalais qui se particularise par rapport à ces questions. Alors, je voudrais bien sûr, comme il est un peu enrichi, moi je suis un peu enrichi, j'ai peut-être une partie de la réponse, mais lui est un peu enrichi, peut-être il pourrait peut-être nous édifier sur ce débat, parce que c'est un débat actuel. Et le compatriote se singularise sur ces questions. Encourager, féliciter donc le président CI. Merci professeur. Merci aussi au président CI. L'autre dimanche, c'est-à-dire après sa présentation à l'ENA, je lui ai écrit un message. Je vous félicite pour les publications et je souhaiterais que vous donniez à la bibliothèque des exemplaires de chaque titre. Et le lendemain, vers 10h, donc quelqu'un m'a appelé pour dire le président Seyd m'a demandé de lui remettre des documents. Donc je tiens à le remercier au nom de toute l'université. Parce que là, quand vous déposez ici un ouvrage, vous le faites pour la postérité. Rassurez-vous que ces documents seront bien conservés et ils seront là avec nous et après nous. Voilà, d'autant plus que les documents les plus vieux actuellement ont 4 siècles et demi dans cette maison. Donc espérons que cet ouvrage durera autant que cela. Et tout à l'heure,
Donc je parlais dans le cadre du centenaire d'un panel qui est prévu avec la douane. Donc sur les productions, et je pense que je vais l'associer à ce panel avec peut-être 3 ou 4 colonels pour parler aux étudiants de ces questions douanières, d'autant plus qu'ils ont déjà un master qu'ils déroulent avec la faculté de droit. Donc ce sera très enrichissant pour la communauté universitaire, mais aussi pour vos frères qui sont au niveau de la fac et qui sont inscrits en master pour ces questions douanières qui de plus en plus font l'objet de beaucoup de productions. Et je vous félicite pour la vôtre. C'est des questions importantes, hein? La sécurité, la digitalisation. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que les vrais experts qui ont conçu ce programme-là ont pensé à tout cela. Parce que moi, je pense que le numérique offre beaucoup plus de possibilités de faux, de faire du faux. Je pense qu'en tant qu'experts, ils ont intégré ces données-là et ils ont pris les mesures. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, voilà. Par rapport à la question de M. Thiam sur les maternités, les grossesses non désirées, je pense que vous voulez parler des enfants naturels, hein, des enfants qui sont conçus hors mariage, leur déclaration à l'état civil. Voilà, je pense que j'en ai parlé aussi avec le livre. Et au besoin même, j'ai fait un article intitulé L'enfant naturel dans les substitutions de droits musulmans du Code de la famille, qui va au-delà de leur déclaration, mais même de leur succession du point de vue du père. Donc, je pense qu'on pourra partager ça par la suite, Inch'Allah. Donc, pour ces enfants naturels, la plus grande difficulté, c'est leur déclaration. Si le père ne déclare pas, alors c'est quelques difficultés, on a quelques difficultés, parce que le code de la famille est très clair sur ce point-là. L'enfant naturel qui n'est pas déclaré par le père, l'acte ne portera pas le nom du père. C'est ça. Donc, jusqu'à ce que le père vienne le reconnaître. Ça veut dire que si vous avez un enfant naturel, tant que le père ne le reconnaît, on ne peut pas mettre son nom sur l'acte de naissance de l'enfant. Au moment de la déclaration, la mère se présente et procède à la déclaration de son enfant. L'acte ne comportera que le nom de la mère. L'enfant va porter le nom de famille de la mère. Non, le père peut revenir à tout moment avec un acte de reconnaissance pour qu'on ajoute son nom sur l'acte. Il y a des procédés techniques assez compliqués pour mettre en œuvre tout cela, mais c'est organisé par les dispositions légales. Maintenant, on peut se trouver des cas dans lesquels l'enfant, il y a un enfant naturel, mais le père va spontanément le déclarer. Donc, c'est ce qu'on appelle une déclaration de reconnaissance. Donc, le père va lui-même, à l'état civil, il déclare son enfant, et même si c'est un enfant naturel au terme de la loi, il est traité de la même façon que l'enfant légitime pour ce qui relève de la puissance paternelle. La puissance paternelle, c'est le pouvoir qu'un des parents a pour gérer la vie de son enfant, sur tous les plans jusqu'à la majorité. Donc, c'est des questions qui sont prises en charge et je pense être revenu là-dessus dans l'ouvrage. Voilà. Donc, le remplissage informel des actes dans un coin, c'est ça qui a causé un préjudice incalculable à beaucoup de gens. En fait, c'est pourquoi je disais que la formation doit commencer par expliquer aux officiers agents de l'état civil quelle est l'importance des actes qu'ils gèrent. J'ai comme l'impression qu'il y en a qui ne comprennent pas l'importance de ce qu'ils ont entre les mains. Donc il faut commencer par ça. Comme ça, ils apprendront à mieux respecter ces actes-là et à faire attention. Il faudra aussi des gens qualifiés, des gens qui ont le niveau, comme on a l'habitude de dire, et des gens qui sont rémunérés. C'est ça. Je pense que c'est le minimum. On ne peut pas confier un secteur aussi important que l'état civil à des gens qui ont à peine fait les bancs, qui ne sont pas rémunérés. C'est des problèmes. Il faut que nous sachions du bon. Donc, je pense qu'il faut commencer par ça. Qu'on trouve des gens qui sont bien formés, qui ont le niveau et qui sont payés, qui ont des responsabilités et ils en répondent devant la loi en cas de difficulté. La façon dont l'état civil est géré ne permet pas de sécuriser le système en ce moment.
Et ça, je pense qu'on peut le prouver. Voilà, donc c'est ça. C'est des problèmes. La délicatesse non seulement a causé des erreurs que les gens ont rectifiées dans le temps, mais ça a permis la délivrance d'actes fictifs à rythme soutenu qui pose problème également. Si de la nationalité, délivrer des actes à des personnes étrangères, je pense que ça c'est le sujet qui est le plus compliqué, donc, et sur lequel beaucoup de gens comme moi doivent être très prudents. Ce que je peux dire, c'est que pour les étrangers qui vivent parmi nous, lorsqu'ils ont des événements ici au Sénégal, ils les déclarent ici. Comme les Sénégalais qui se trouvent en France, quand leurs enfants naissent en France, ils les déclarent là-bas. Donc, l'essentiel, c'est que l'événement se passe ici. L'enfant est né au Sénégal, il est déclaré au Sénégal. Le décès est intervenu au Sénégal, il est déclaré ici. Le mariage se passe au Sénégal, il est enregistré ici. Maintenant, ce qui n'est pas possible, c'est d'enregistrer un événement qui n'a pas eu lieu au Sénégal. Je dirais même pas au Sénégal. Quelqu'un qui est né à Thiès, il ne peut pas être déclaré à Douala. Les règles de compétence sont très précises. Quelqu'un qui est né à Kolda, à Tamba, on ne peut pas le déclarer à Dakar. Donc il faut qu'on veille strictement sur ces points-là. Quand vous parlez d'actes aussi, je pense que vous parlez des cartes d'identité et des passeports. Là, c'est encore plus compliqué. Parce que pour les cartes d'identité et pour les passeports, si vous n'avez pas la nationalité sénégalaise, vous ne devez pas l'avoir. Donc c'est plus compliqué. On peut vous déclarer au Sénégal, mais vous n'avez pas la nationalité sénégalaise. Pour la nationalité, c'est des critères précis qu'un juge apprécie et atteste que vous l'avez. Alors, normalement, pour avoir une pièce d'identité, il faudrait présenter le certificat national. Vous voyez quelqu'un qui nous vient d'un pays voisin, il est né ici, mais il ne réunit aucune condition lui permettant d'avoir la nationalité sur un quelconque critère et qui détient une carte d'identité sénégalaise. C'est pas normal. Donc c'est en réalité toute personne qui détient une carte nationale d'identité, vous devez vous assurer qu'il a la nationalité sénégalaise. Donc, et pourquoi c'est important? Je disais que c'est un élément de souveraineté, l'acte d'état civil. Ça permet de gérer beaucoup de choses. Et je pense que c'est un réel défi pour le Sénégal, pour nos autorités. Maintenant, pour le panel dont M. le directeur parlait tout à l'heure, vous savez que je suis à votre disposition. La douane, c'est aussi des partenaires. Le directeur de la formation, le colonel Patrick Diam, c'est un frère, c'est un ami aussi. On a partagé beaucoup de choses ensemble. Ce serait un plaisir de le retrouver ici, dans le cadre de ce panel-là, Inch'Allah. Je peux remercier aussi tous ceux qui sont présents. La particularité de cet atelier aujourd'hui est que tous ceux qui sont présents, je les connais. Et on entretient des rapports particuliers qui leur a valu un déplacement aujourd'hui. Je peux parler de chacun d'entre eux. Adama qui vient d'arriver, c'est un ami. Il est émigré en France, il est venu. Il a eu l'occasion d'y assister, il est là. Je le remercie au passage. Donc pour tous ceux qui sont là, il y a des rapports particuliers qui nous lient et c'est ce qui est important. Et je dois dire que c'est pour les gens comme ça que nous essayons chaque jour d'aller de l'avant. Merci. Merci à tous. Bienvenue sur Al-Badawiya TV, la chaîne qui vous plonge au cœur de la vraie vie. Ici, pas de mise en scène.